Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau moment de rencontre au Grand Auditorium du Collège des Bernardins. Je remercie le public qui est venu nombreux ce soir et puis aussi les auditeurs de RCF qui nous écoutent près de leur poste de radio et puis aussi tous les gens qui regarderont la vidéo puisque cette rencontre est filmée. Voilà, donc ce débat s'inscrit dans une série de rencontres autour de la transmission au XXIe siècle. Et ce soir, on va s'intéresser à une question plus particulière autour de l'écologie, de l'environnement. Et la question qui nous occupe ce soir, c'est transmission de notre patrimoine naturel, action collective ou individuelle. Voilà, alors cette question, elle se pose à partir d'un constat qui est fait depuis plusieurs années par les scientifiques et qui nous disent une chose assez simple, qui nous disent la planète, elle a des limites dans lesquelles il faudrait essayer d'inscrire nos activités humaines, parce que si on ne fait pas ça, eh bien, on risque de laisser aux générations qui viennent un monde peut-être pas forcément très vivable. Donc, que transmettre s'il n'y a plus rien à transmettre, si plus rien n'existe? Et c'est cette question qui va nous occuper ce soir et nos invités vont essayer de montrer des voies, voilà, des voies et des explications, des façons de réfléchir à cette question parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que face aux défis environnementaux, que ce soit le changement climatique ou le recul de la biodiversité, il y a plein d'actions qui existent, il y a plein de façons d'envisager cette action et des fois ça peut laisser un peu perplexe, un peu perdu. Donc voilà, ce soir on va essayer d'y voir un peu plus clair. Je vais vous présenter maintenant nos invités. Je commence par Gunther Pony. Vous êtes entrepreneur, vous êtes conférencier et vous avez créé avec vos activités notamment de nombreux produits qui se proposent de protéger aussi, d'avoir cette dimension de protection de l'environnement. Donc on vous doit la création de cette ligne de produits qui s'appelle EcoVert. C'est bien ça. Et ce sont des produits qui étaient sans phosphate, donc qui avaient comme ça cette volonté de ne pas essayer de ne pas polluer, de rendre un service, mais en ne polluant pas l'environnement. Vous nous dites dans votre dernier livre qu'on peut retrouver aux éditions de l'Observatoire, dans une nouvelle édition qui est augmentée et qui s'appelle l'économie bleue 3.0. Vous nous dites qu'il est possible en fait d'avoir une croissance qui puisse être justement respectueuse et que on peut créer, on peut associer des créations, de l'entrepreneuriat dans un respect de l'environnement. À ma gauche, Fanny Guillet, vous êtes chercheuse au Muséum d'histoire naturelle, plus particulièrement en sciences de gestion et en sociologie, et vos travaux portent sur les acteurs et les politiques de la protection de la nature, et vous avez travaillé notamment sur les questions de l'artificialisation des sols. Voilà, on pourra y revenir. Vous avez publié de nombreux articles dans des revues savantes, et vous avez aussi publié des articles sur The Conversation que j'invite le public à aller lire. Notre dernier invité, Mathieu Duméry, vous êtes journaliste, scénariste et on vous connaît aussi grâce à une chaîne YouTube qui a fidélisé des dizaines de milliers de personnes où vous interprétez, entre autres, parce que ça c'est ce qu'on connaît bien, vous faites plein d'autres choses, mais le fameux professeur Feuillage qui est un peu un déglingué de l'environnement et avec votre comparse Lénie Chérino, en fait vous mettez en scène des chroniques écologiques et vous avez dans la même veine fait paraître en 2017 un bouquin qui s'appelait Écolobook et qui proposait encore de sauver la planète sans être trop chiant. Hein, oui. C'est ça. Alors je voulais aussi vous dire que cette soirée était préparée avec les élèves des classes préparatoires du lycée Notre-Dame du Grand Champ à Versailles. Et voilà, donc les questions qui seront posées à nos invités ce soir, ça reflète le travail qui a été fait en commun avec les élèves. Et dans la deuxième partie de la soirée, eh bien, nous écouterons les questions qu'ils auront à poser à nos invités. Alors,
La première question que j'ai envie de poser à nos invités, et je pense que Gunther Pauli, vous allez pouvoir nous répondre tout de suite, c'est revenir sur cette idée de croissance. Est-ce qu'une croissance est envisageable à l'heure des défis environnementaux? Est-ce qu'on peut encore se dire entrepreneur quand les insectes disparaissent, quand le plastique est partout présent dans les océans? Comment est-ce que vous envisagez cette question? Est-ce qu'il faut être décroissant ou est-ce qu'il faut continuer à produire et à consommer d'une autre façon? Tout dépend du modèle d'affaires et le modèle économique qu'on souhaite suivre. C'est-à-dire que pour moi, c'est évident qu'on suit le modèle actuel de la globalisation, où on cherche de produire toujours beaucoup plus de la même chose, standardisée, toujours moins cher, sur cette économie d'échelle qui met tout le monde dans une corsette où vous ne pouvez plus bouger, sauf gagner du fric pour les actionnaires. Alors dans ce cas-là, c'est évident, c'est la décroissance immédiate et sans y penser, sans faire une deuxième réflexion. Évident. Mais quand on change le modèle d'affaires, quand on change le modèle économique, où on cherche de travailler avec ce qu'on a localement disponible, où nous tâchons de créer des plus-values, où on prend la tasse de café avec le marc de café, on fait les champignons avec les déchets des champignons, on me donne à manger les poules me donnent un œuf, mais voilà, j'ai 4 produits, c'est la croissance et je le fais avec ce que j'ai déjà disponible. Alors pour moi, c'est ça ce qui est important. Est-ce que nous sommes prêts de changer le modèle d'affaires micro, le modèle économique macro? Dans ce cas-là, j'ai aucun problème de la croissance. Mais dans l'état actuel, non, pas du tout. Et il y a une autre chose aussi qui est très présente, enfin qui est vraiment le cœur de votre livre autour du biomimétisme. C'est-à-dire que l'idée, ça serait de pouvoir s'inspirer de ce qui est fait dans la nature. Là, vous parliez de processus circulaires, c'est-à-dire de pouvoir lier à la fois de la production, ce qu'il en ressort, comment on recycle, etc. Mais dans votre livre, vous expliquez, en fait, on regarde la nature, on s'en inspire, et comme ça, on peut créer et produire durablement. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser cette idée? Mais la nature est mon maître. La nature, elle a survécu 4 milliards, il y en a d'autres qui disent 5 milliards d'années. Alors, c'est un système qui a fait ses preuves, qui a déjà passé partout, où toutes les solutions sont possibles. Alors, si je fais l'analyse, comment la nature utilise les lois de la physique, par exemple, ça me fascine quand même. Hein? Moi, je ne suis pas du tout intéressé comment tombe la pomme de l'arbre. Moi, je suis fasciné par le fait que la pomme monte contre la loi de la gravité en utilisant cette loi de la physique. Et je suis convaincu que ni vos professeurs en physique sont capables de vous dire en 10 minutes quelles sont les 7 lois. On ne connaît pas. Alors, si vous ne connaissez pas comment s'est montée la pomme, à quoi ça sert d'expliquer comment elle tombe? Alors, c'est là où j'ai un problème fondamental. C'est la même chose avec la chimie. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, il n'y a aucune université en Europe où on enseigne comment faire la maîtrise des molécules, des polymères plastiques, qui sont dégradables en eau, terre et air? C'est incroyable. On n'enseigne pas. Alors, il ne faut pas venir me parler des problèmes plastiques dans l'océan. Si on ne parle pas des universités, y inclut les universités parisiennes, on n'enseigne pas du tout l'ingénieur chimique comment faire cette molécule. Alors, c'est là où j'ai des grands problèmes. C'est évident quand on reste dans le passé avec des connaissances, qu'on n'est pas capable d'admirer deux faits simples dans la nature. Un, les déchets n'existent pas dans la nature. Tout ce qui est déchet est toujours réutilisé, est toujours un cadeau par quelqu'un, et un cadeau extraordinaire. Mais deux, dans la nature, il n'y a pas de chômage. Tout le monde contribue toujours selon ses capacités. Alors je crois que nos sociétés ont d'urgence besoin de s'inspirer de ces deux principes de base, et on met à la porte les économistes qui disent qu'ils ont besoin de 3%, pour 3% au moins de chômage pour la flexibilité du marché du travail. Je ne comprends pas. Si vous êtes un jeune, vous n'avez pas de boulot, vous n'acceptez pas cette logique-là. Mais malheureusement, en Europe, on a tant de villes et villages où il y a 50% sans boulot. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore?
Si on passe par le Maroc, si on passe par la région maghrébienne, alors vous avez quand même, encore une fois, des régions avec 80% de chômage. Nous ne parlons pas des Palestiniens, s'il vous plaît, où il y a 98% de chômeurs. Alors, si vous êtes dans cette situation, inspirons-nous dans la nature. Ok, merci. On vient de voir qu'il y a beaucoup de pistes là dans ce que vous nous dites, c'est-à-dire prenons exemple sur la nature pour voir comment organiser des cycles de production qui pourraient être vertueux. Et puis aussi, vous avez soulevé l'énorme question de l'éducation, de comment faire passer les connaissances pour réaliser des choses qui soient moins polluantes. Fanny Guillet, moi j'avais aussi une autre question par rapport à l'écart dans lequel on se trouve actuellement, parce qu'on a beaucoup de discours autour de il faut réformer les systèmes économiques, il faut que les politiciens se mettent à l'heure de ces problématiques environnementales. Est-ce que vous constatez une sorte de hiatus entre ce qui est souhaité, mais ce qui dans les faits, ce qui est réellement ce qui se passe dans les faits par exemple, en France, en fait, c'était l'objet de votre article, où il y avait vous nous disiez qu'il y avait une intention de préserver la biodiversité, mais en fait, en réalité, on bétonne et on artificialise à tour de bras. Donc, est-ce que ça, c'est aussi un autre problème de contradiction entre ce qui est dit et puis ce qui est fait? Oui, puisque en fait, il n'y a pas de changement de modèle d'affaires, comme vous dites, de fond. Donc, en fait, c'est un ajustement à la marge. On essaye d'intégrer des objectifs, des enjeux environnementaux en se donnant des objectifs en termes de réduction des pollutions, réduction de l'artificialisation, des choses comme ça. Mais toujours dans un modèle qui est basé sur l'utilisation des ressources naturelles, la consommation du sol, l'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est deux faits contradictoires. Et c'est pas... Il y a une homogénéité dans toutes les politiques gouvernementales qu'on a vues depuis 40 ans qui se suivent sur cette même tendance. Mais est-ce que vous constatez quand même, et ça m'amène à ma deuxième question, est-ce que vous constatez, vous, quand même, avec votre recul de chercheuse, avec le fait de suivre quand même ces questions de façon précise, est-ce que vous repérez depuis, je ne sais pas, une décennie quand même un changement à la fois dans les perceptions, dans le fait que ces questions paraissent quand même de plus en plus centrales? Alors... on peut avoir à certains moments l'illusion d'une augmentation de la préoccupation environnementale. Donc là, en ce moment, on a l'affaire du siècle, un bon résultat aux élections européennes. Mais en fait, si on prend un peu de recul, on voit que des mobilisations environnementales, c'est pas nouveau. Il y a eu ce qu'on appelle The Earth Day en 1970 aux États-Unis, qui a mobilisé des millions, 20 millions de personnes à ce moment-là, pour demander la prise en main des enjeux environnementaux et le développement de politiques environnementales. 20 millions, c'est beaucoup plus que les 350 000 qu'on a chiffrés pour la marche du climat le 16 mars. Et pareil, on se félicite du vote vert aux élections européennes, mais ça fait on va dire, une trentaine d'années en fait que le parti écologiste remporte une dizaine de points aux élections européennes. C'est pas un fait nouveau. Et la préoccupation environnementale dans l'opinion, elle est latente, elle est, on va dire, globalement croissante, mais je vois plus le moment actuel comme un moment d'inflexion dans une pente qui, on va dire, est croissante, mais ce qui est aussi également croissant, c'est la contradiction qui est de plus en plus forte entre la prise de conscience et notre mode de développement qui continue à être basé, comme je disais tout à l'heure, sur une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, de consommation des sols et de prélèvement des ressources naturelles. Je donne là un chiffre qui a été avancé par Thomas Piketty dans son livre qui a eu un grand succès, qui est qu'en 200 ans, donc entre 1800 et 2000, il y a eu une augmentation de la population donc qui s'est multipliée par 6, qui est passée de 1 à 6 millions. Par contre, la consommation d'énergie a été multipliée par 40. Donc il y a vraiment un décrochage.
Sur la question de Mathieu Duméry, sur la question de cette perception, vous avez une autre position, vous avez une position un peu plus de créateur, vous créez des façons de parler de ces problèmes environnementaux, voilà, de manière décalée et tout. Mais est-ce que vous rejoignez Fanny sur son constat de quelque chose qui est là, mais en fait, on a du mal quand même à faire bouger, à faire changer. Je rejoins Fanny, je rejoins ce qui a été dit par Gunther. Bon, il y a tellement de choses à dire, hein, parce que quand on parle d'écologie, on tire une bobine. Oui. Et cette bobine, elle est sans fin. On parle de biodiversité, on parle d'énergie, on parle de production, de commerce, de fonte des glaces, de réchauffement climatique. Et vraiment, tout ça est lié. Donc c'est vrai que faire des réponses assez concises est très difficile. Je vous donne juste pour ça que j'utilise beaucoup les exemples et les allégories. Ça me permet d'être un peu plus parlant. S'agissant de la prise de conscience, puisque c'était la question, si j'ai bien compris, la prise de conscience depuis quelques années, peut-être quelques décennies, des enjeux environnementaux. J'ai pas envie de vous mettre le cafard, mais il y a eu beaucoup de petits pas. Voilà, moi, je prends souvent un exemple, et cet exemple est très intéressant parce qu'on en a parlé hier soir. Les 72 vols trajets en France qui vont être supprimés en vol intérieur. Moi, je pense qu'il y a la plupart des gens qui utilisent ces avions qui sont des bourgeois, qui sont des gens plutôt éduqués à l'environnement, qui ont un bon capital social, et qui vont se dire « Ah non, ça non. Ça non. Ah non, moi, mon Marseille-Paris en avion, non. Alors, je trie mes déchets, j'ai quand même acheté une voiture électrique. On connaît l'efficacité de la voiture électrique en termes d'énergie grise, bilan carbone à l'utilisation, à la production et au recyclage. Donc, tout ça fait qu'en fait, on a beaucoup de patch, on a beaucoup de rustines. On essaye de construire quelque chose, on essaye de changer les choses, mais on ne veut pas bouger le cul de nos canapés. Voilà le problème. C'est que, d'ailleurs, le ministre François de Rugy a dit non, attendez, si on commence à arrêter les 72 trajets en France quotidiens, non mais attendez, où va-t-on ? On va dans le mur si on les laisse, donc on va peut-être essayer d'aller ailleurs. Donc, j'ai cette sensation malheureuse que quand on entend qu'il faut diviser par 6 notre mode de production, notre mode de consommation en tant qu'Européen, parce qu'un Européen, un Français, le 8 janvier, il a le bilan carbone du Malien tout au long de l'année. Donc, vous voyez, il y a 2 types d'humains sur la planète. Enfin, il y en a plus que ça, mais il y en a en tout cas ceux qui ont un fort bilan et ceux qui en pâtissent souvent. Bien, quand on dit qu'un Français doit diviser par 6 son mode de consommation, ok, faisons-le. Arrêtons. Moi, vous savez, je vais vous dire un truc, je vais vous confesser un truc. Je venais d'un tournage. Pour la première fois de ma vie, pour venir ici et être à l'heure, j'ai pris un moto-taxi. Première fois de ma vie. Alors, j'ai la grosse honte de vous le confesser, mais c'est pour vous dire que je ne prends jamais de Captain, de Uber, de taxi, de machin. Je viens en transport en commun, même quand ça m'écoute. Ça commence par là. Je ne dis pas que je suis un exemple, je fais plein d'autres bêtises à côté, mais ça commence par forcément un petit peu moins de luxe. Je n'ai jamais parlé de contrainte, je n'ai jamais parlé de décroissance, je vais parler de sobriété, parce que c'est un terme qui peut être heureux. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui parlent de la sobriété heureuse. Les gens sont-ils prêts à cette sobriété ? Par la force des choses, ils y sont contraints. Je pars du principe que ceux qui y seront préparés et qui auront commencé seront un peu moins fragiles le moment venu. Donc on a tout intérêt à passer par cette sobriété. Et par contre, je ne vois pas de mouvement volontariste dans cette démarche. Là, pour le coup, je rejoindrai Nicolas Hulot sur les petits pas. Oui, alors je trouve que là vous soulevez le point... un des points centraux de cette question, c'est-à-dire on est conscient de ce qu'il faut faire. On sait, on a les chiffres, le GIEC nous dit il faudrait faire 6, vous nous dites il faut diviser par 6, etc. Comment y arriver ? Vous nous dites il faut commencer à faire des choses, il faut se préparer. Vous nous dites aussi en fait ça ne concerne pas tant de gens que ça qui se mettent à faire quelque chose. Regardez les marches, on en parlait tout à l'heure, les marches sur le climat à Paris. Regardons ce qui se passe dans cette salle. Alors c'est une conférence, il y a un peu plus de cheveux blancs et il y a un peu plus d'étudiants parce qu'on est dans un cadre scolaire, mine de rien. Mais moi je les ai toutes faites, ces marches. On va pas se mentir, on était socialement très homogène. Très homogène. C'est urbain, 20-40, plutôt CSP+, conscient. En même temps, ce qu'on va potentiellement peut-être appeler bobo, je refuse ce mot parce qu'il ne veut rien dire. Mais l'écologie étant souvent stigmatisée depuis les années 70,
Ça a été des fermiers, ça a été ensuite des babacools, ensuite ça a été des hommes politiques, des militants, des activistes, ensuite c'est devenu des bobos. Ensuite... Alors, moi, ce que je voudrais, c'est une vraie mixité dans l'écologie et qu'elle arrête d'être stigmatisée. J'en ai marre qu'on dise « ouais, c'est un truc de bobo » ou « c'est un truc de babos ». C'est ça le problème, c'est qu'il faut l'intégrer partout. Et ça passe par l'enseignement dès le départ, dès 4 ans, dès 3 ans à l'école. L'enseignement, alors pour revenir à cette question de la contrainte ou de le faire volontairement, Gunther Pauli, moi, en discutant un petit peu avant qu'on monte sur scène, vous disiez, moi, je ne veux pas contraindre. Je veux pas, ça sert à rien de contraindre les gens. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour les rallier à la cause environnementale sans les contraindre? Est-ce que c'est possible? C'est nécessaire de le faire parce qu'on a essayé depuis quelques décennies de les contraindre, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'est encore bizarre que la personne qui arrête de fumer, c'est la personne qui fut informée par son médecin qu'il a de cancer de poumon. Alors, et même pas dans ce cas-là, on arrête de fumer. Alors, je crois c'est quand même un vrai problème que annoncer fin du monde ne change pas du tout les comportements. Il faut les inspirer. Il faut avoir des surprises. Il faut dire, mais vous savez que ce champignon fut cultivé sur le marc café. Oui, couleur café, oui. Ah, c'est du shiitake. Ah, shiitake, c'est du marc café. Non. Le shiitake, c'est le champignon, mais il a une belle couleur brune parce que il pousse sur le marc café. Ah, bon, voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre des exemples concrets et simples. Le papier pierre, par exemple, qui est fabriqué avec la poussière des carrières. On a transformé les cailloux en matériel de construction. Tout le monde le sait bien qu'il y a une poussière folle qui va quand même contaminer l'air. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait rien, on va arroser un peu d'eau. Parce que dans ce cas-là, on se sent bien pour le moment. Nous le transformons en papier, pierre. Quelle est la réaction des Français? On nous met devant un juge parce qu'on est accusé de nommer quelque chose papier qui n'est pas papier. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que le pauvre juge peut dire des Chinois qui ont inventé le papier? Le papier fut inventé par les Chinois. Le papyrus, c'est de papier, c'est autre produit. Alors vous l'appelez papier, mais vous n'utilisez pas le papyrus. Alors ça, c'est kafkaïen. Alors il faut sortir de la logique Kafka, il faut se mettre dans la pratique. Ça veut dire que nous sommes là pour faire des projets concrets, des projets amusants, inspirants, et en parenthèse, ah oui, zéro effet gaz de serre. Bon, en parenthèse, c'est pas le grand banneau, c'est pas on va sauver le monde avec le papier pierre. Non, on va faire le papier pierre parce que c'est zéro eau, c'est recyclable pour toujours, j'enlève la poussière de l'air, et en parenthèse, mais voilà, c'est la moitié du prix. Ok, alors sur cette question d'inspirer, je reviens vers vous parce que la force de l'humour quand même, c'est-à-dire que votre chaîne YouTube, elle est suivie, elle est énormément suivie parce que c'est drôle et c'est bien informé, c'est ce que vous dites, c'est drôle et bien informé. Donc comment on arrive à faire ce mix-là entre eux, et est-ce que ça a été c'est parce que vous êtes vous-même, parce que l'humour est pour vous-même dans votre vie quelque chose d'important, ou parce que vous pensez que c'est vraiment un des moyens vraiment efficaces de... des questions, j'en ai pour des heures. Alors, première chose, effectivement, ne pas contraindre et inspirer, être soi-même un exemple de bonne santé quand on est végétarien, être soi-même un exemple de lien social multiplié quand on est sobre et quand on va à la MAP, par exemple. Et par là arrive l'humour, et c'était le projet de professeur Feuillage quand on a commencé il y a 5 ans. Je vais vous faire un deuxième aveu ce soir. Utiliser l'humour sur YouTube pour faire de la sensibilisation à l'écologie, il y a un plafond qui est très, très rapidement arrivé. C'est que nous sommes dans une niche de niche. Déjà, on va faire de l'écologie sur YouTube, qui est quand même une plateforme que les gens ont visité pour se distraire. On met de l'humour, donc il faut aller choper des écolos qui ont un peu d'humour. Alors l'objectif, c'était d'aller chercher via l'humour utiliser un peu des codes sexy, des blagounettes, pour aller chercher d'autres personnes et les ramener vers l'environnement et vers l'éco-responsabilité. C'est un échec, c'est un constat, voilà, on ne va pas se mentir. L'humour a réuni autour de cette chaîne Professeur Feuillage les écolos qui étaient déjà plutôt portés sur la blague.
Mais il y a un problème, c'est que YouTube, typiquement, en outil de conviction, est assez stupide. C'est-à-dire que vous ne tomberez jamais sur un contenu environnemental écolo sur YouTube si vous n'avez pas préalablement tapé quelque chose qui soit en rapport avec l'écologie. Ça sera très rarement suggéré. En tout cas, dans les tendances de YouTube, si vous y allez, allez-y et vomissez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui vont venir voir Professeur Feuillage, c'est déjà des gens qui sont convaincus. On est dans l'entre-soi. Et j'imagine, je veux juste vous poser la question, levez la main dans la salle ceux qui se sentent concernés par l'environnement. Non mais voilà, pardon. Fanny. Donc cet entre-soi, il faut le quitter. Et moi je suis pour dire, il faut de l'écologie. Chez Hanouna, il faut un peu, pardonnez-moi le terme, il est peut-être pas approprié, il faut violer un peu les gens là-dessus. C'est-à-dire leur apporter, comme disait Gunther, de l'écologie avec l'aspect positif, parce que ça, non pas en leur disant c'est de l'écologie, mais en disant il y a une alternative, et vous allez voir, en plus c'est écolo, et il faut le mettre dans des endroits qui sont mainstream. Et YouTube, c'est mainstream, c'est pourquoi ça qu'on a été là. Et je ne suis pas fier d'aller sur YouTube alors que c'est Google, que Google ne paye pas les impôts en France, et qu'en plus, c'est bon, on ne va pas développer là-dessus, mais il faut passer par là. Donc c'est un échec. Mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, est-ce que vous avez eu des études sur les gens qui vous suivaient? Est-ce que oui, vous avez toutes les... Vous avez tout tracé. Vous avez tout tracé. On a des Google Analytics qui nous permettent de savoir précisément quelle tranche d'âge nous suit, d'où ils viennent, est-ce que ce sont plus des hommes, plus des femmes. Donc je peux vous le dire, nous sommes suivis par une moyenne d'âge de 24 ans, ce qui est très vieux sur YouTube, et à 80% par des hommes. Ça veut rien dire. C'est parce que souvent, dans le foyer, c'est l'homme qui a le compte YouTube. C'est comme ça. Et madame utilise le compte de monsieur. Donc, on a beaucoup d'informations. On voit les gens qui viennent nous voir lors de conférences, de tables rondes, et c'est, encore une fois, toujours les mêmes. C'est pas la faute d'avoir essayé par on est prêt, il est encore temps, ces choses-là, d'amener d'autres vidéastes, d'autres personnes, des sportifs, à essayer des comédiennes également, à essayer de faire un bloc commun pour avoir un message commun. L'erreur qui a été faite dans ces mouvements-là, c'était qu'on n'a pas intégré du tout des gens de la société civile, des gens pas connus. Il fallait qu'on mette un gilet jaune, Jean-Pierre Boulanger, Juliette Binoche, un youtubeur. Il fallait que tout le monde soit représenté. Là, ce qui s'est passé, c'est, oui, encore une fois, les bobos, les riches qui ont un bilan carbone abominable. Oui, j'imagine que Juliette Binoche doit avoir un bilan carbone un peu plus fort que le mien. Pardon, Juliette, si tu me regardes. Voilà, en fait, c'est très fin, la communication autour de l'écologie. Les gens attendent de nous qu'on soit des Jésus-Christ de l'écologie. Hein. Dès que Nicolas Hulot sort de sa bagnole, les gens font « Ouh, il roule en voiture !» Ah oui, ça va, il a le droit d'avoir une bagnole. Dès lors que Pierre Rabhi demande 1000 € pour faire une conférence, ils font « Ouh, Pierre Rabhi, tu demandes 1000 € par... » Oui, il gagne sa vie, c'est un monsieur honorable. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile d'être crédible dès lors que on a une vie normale par ailleurs. Donc c'est difficile la communication à l'écologie. Les gens ont plus de freins que de volonté d'y aller. Il y a une chose que vous soulignez, et c'est une question pour Fanny, sur le côté aussi de... c'est compliqué, ça peut être compliqué d'inventer des choses qui peuvent aller dans un plus grand souci environnemental. Est-ce qu'on peut dire que Est-ce qu'on peut arriver à savoir si aujourd'hui les décideurs publics, c'est des ennemis ou des alliés de la cause environnementale? Parce que là, vous nous dites, on invente quelque chose et puis après, on a les normes qui nous tombent dessus et on n'arrive pas à avancer, quoi. Alors, est-ce que sur ce point... Ouais, je vais répondre, mais je me permets de revenir un tout petit peu en arrière parce que j'ai envie de réagir sur l'idée de la contrainte. Je partage qu'à moitié ce que vous dites, dans le sens où pour moi, la non-contrainte, c'est plutôt une idéologie justement qui va avec le néolibéralisme, avec la société individuelle, la flexibilité, le changement en permanence, le zapping. Et il me semble que collectivement, on peut accepter de construire un modèle dans lequel on se contraint de façon volontaire, collective. Et c'est ce qu'on fait pour plein de domaines, comme l'éducation, par exemple. On accepte que chaque année, nos impôts servent... un des premiers budgets de l'État, je ne sais plus si c'est la défense devant ou l'éducation devant. C'est la défense devant. Bon, l'éducation en deuxième, c'est pas si mal. C'est pas l'écologie, en tout cas. Ah non, là, on est tranquille. Mais voilà, donc, et il me semble que ne pas accepter la contrainte, au contraire, c'est
c'est renoncer à justement à avoir quelque chose à transmettre. Et là j'en appellerai à Romain Gary, qui est un écrivain, ambassadeur, etc., enfin, qui a plein de casquettes, mais qui était un écologiste totalement autodidacte et qui écrivait dans son roman Les Racines du ciel que, en gros, si on n'est pas capable de protéger les éléphants, c'est qu'on n'est pas humain. Si on n'est pas capable de faire de la place à autres, ça peut être les migrants, ça peut être les éléphants, mais c'est renoncer à une part de ce qui fait notre humanité. Voilà pour la contrainte. Alors sur la question des pouvoirs publics, et comment les pouvoirs publics peuvent être à la fois peuvent aider, mais aussi empêcher. Voilà. Effectivement, c'est les deux, puisque c'est justement leur rôle, en fait. Le rôle du décideur public, c'est d'arbitrer, en fait, entre différentes demandes légitimes de la société. Donc, il joue dans les deux sens, évidemment. Après, il y a bien sûr un cadre qui va... Il y a différents processus parallèles ou interconnectés qui vont influencer la manière dont les arbitrages, enfin dans quel sens les arbitrages vont être faits. Donc évidemment, il y a le cadre qui est en gros le néolibéralisme dont on a déjà parlé. Alors, c'est pas que le néolibéralisme, il y a l'ultralibéralisme, la social-démocratie. Je renvoie à Barbara Stiegler pour la décomposition, le dernier livre qu'elle a écrit, pour la décomposition l'articulation entre ces différentes influences. Mais en tout cas, le néolibéralisme, qui est plutôt l'adoption par l'État, l'organisation par l'État d'un modèle basé sur la croissance, la consommation de ressources, etc. Donc ça, c'est le modèle dans lequel on est aujourd'hui. Et pour le moment, donc contrairement, comme disait tout à l'heure Gunther, sur le modèle d'affaires, on ne sait pas à large échelle faire une croissance qui est décarbonée. Donc pour l'instant, on est dans un modèle qui est celui de l'émission de gaz à effet de serre, de consommation de plus en plus forte. En gros, les politiques publiques globalement tendent vers ça. Ensuite, bien sûr, ce qui influence les politiques publiques, ça va être les mobilisations sociales, la mise à l'agenda de différents problèmes. Alors ça, c'est assez peu connecté, c'est assez stable en fait dans le temps. C'est pas vraiment dépendant du parti politique qui est au gouvernement. En fait, on voit que la trajectoire des problèmes publics ils sont globalement les mêmes qu'on soit dans un gouvernement de droite ou de gauche. Mais en tout cas, évidemment, le pouvoir public des porteurs de cause va avoir une grande influence. Alors en France, on sait que l'agriculture est un secteur qui est très politisé, alors qui malheureusement ne représente pas toute la profession agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne se retrouvent pas dans ce modèle, mais en gros, ils ont un gros pouvoir. Et puis évidemment, il y a à l'échelle locale, globalement, concrètement, les décisions qui sont prises au jour le jour et qui influencent vraiment les territoires, c'est aussi une culture. Donc en France, on a une culture de l'aménagement qui est très forte. En gros, un élu départemental ou un maire de commune, lui, ce qu'il pense devoir faire, c'est absolument avoir une nouvelle zone d'activité pour attirer de l'emploi, et puis créer des nouveaux logements, et puis créer des routes. Et ça, c'est un modèle qu'on retrouve partout, même dans les régions où en fait ils perdent des habitants. Donc on a une consommation d'espace comme ça qui va beaucoup plus vite que la réalité démographique. Tout à fait. Ouais. Voilà. Mais bon, pour terminer peut-être ma réponse sur une note positive, les pouvoirs publics ont permis et permettent encore aujourd'hui d'énormes progrès sur les questions environnementales. On peut parler par exemple de la qualité de l'eau dans les rivières. Il y a 50 ans, il y avait des gros problèmes sanitaires énormes. On était obligé dans certaines régions, de mettre des torchons mouillés sous les portes pour ne pas sentir l'odeur de la rivière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On espère bientôt pouvoir se rebaigner dans des rivières. Bon, on en est encore loin. Mais c'est quelque chose qui commence à revenir à l'idée, quoi. Sur pas mal de polluants, il y a eu beaucoup de normes qui ont permis d'améliorer les choses. Après, pour citer Jacques Test, qui est un grand monsieur de cette cause environnementale et qui a eu une double carrière à la fois administrative au cabinet du ministère de l'Environnement et à la fois académique. Lui, il dit qu'évidemment, on travaille très bien, mais sauf qu'on est toujours en retard d'une guerre et que malheureusement, s'il doit y avoir... pour les collapsologues... Oui. Le temps presse. Voilà, c'est ça. Le temps presse, oui. C'est la question de la transition
vers des sociétés décarbonées. C'est la question de la vitesse à laquelle on va pouvoir faire cette transition et ça se joue à ce niveau-là. Gunther Pauli, moi vous habitez, vous êtes belge et vous habitez au Japon et j'aimerais avoir votre point de vue sur, par votre expérience personnelle en tant qu'entrepreneur, mais aussi habitant dans un pays qui n'est pas le vôtre, qu'est-ce que vous avez repéré? Est-ce qu'il y a des pays pour vous qui sortent quand même du lot en matière d'innovation, d'éducation, à toutes ces questions, des endroits où il est plus facile de faire avancer le schmilblick? Alors, mon champ d'activité couvre les 4 continents où je passe régulièrement. Et c'est évident qu'il y a des pays qui ont une vue long terme extraordinaire, comme le Japon. Il y a 25 ans, à 24 ans exactement, nous avons lancé le concept au Japon zéro émission, Haikibutsu Zero, Motanai. En japonais, ça veut dire plus de déchets. Et aujourd'hui, le Japon est à 2% des déchets qu'elle avait il y a 24 ans. 2%. Et l'année prochaine, nous allons célébrer au Japon le fait qu'on a fermé la dernière déchetterie. C'est fini les déchetteries. Alors quand même, il faut le dire, 25 ans, ça a pris du temps, mais quand même, zéro déchet, c'est pas mal. Oui, ils ne sont pas du tout à zéro émission. Mais quand même, déjà ça. Alors, combien de pays ont le courage de dire, mais d'ici pour 25 ans, on continue? Alors, le Japon est un de ces pays. C'est évident qu'en Europe, je ne le vois pas faisable. Et c'est une des raisons pour lesquelles, probablement, je fais assez peu en Europe, parce que j'ai beaucoup plus de flexibilité, d'activité, de déranger les gens, d'emmerder les status quo, que je peux faire ici. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une sorte de passeport pour se mettre dans le maquis et de changer les choses. Et ça, c'est extraordinaire, de recevoir cette liberté. Je travaille, par exemple, aujourd'hui, avec beaucoup d'enthousiasme au Maroc. Le Maroc, bon voilà, je ne sais pas, vous connaissez Agadir, vous connaissez Marrakech, vous avez certainement passé des vacances au Maroc, mais le Maroc est un des pays qui est bourré de microplastiques. Alors les microplastiques, concentration dans surtout le sud du pays, dépasse tous les chiffres imaginables et ça devient pire. Alors, tout d'un coup, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce qu'on va dire, ah oui, on attend jusque les ingénieurs chimistes sont arrivés de l'UNIF et ils savent quand même faire des plastiques qui sont dégradables dans l'eau, dans l'air et dans la terre, ou ce qu'on fait aujourd'hui? Et je crois que c'est là qu'on a besoin de lancer des défis, des choses qui ne sont pas résolues. Et dire, bon, voilà, on y va. Alors là, il y a toujours des gens qui disent, on y va. Je crois que c'est ça ce qui nous manque. Nous avons des débats des problèmes, nous avons des analyses des problèmes, des rapports qui sont soumis, des analyses extraordinaires faites, les détails statistiques évoqués. Mais zut, qui prend les choses en main et dit, on fonce? Alors, je vous dis, j'ai démarré au Maroc en décembre dernier. Aujourd'hui, on a les premières plateformes de cultivation des algues de mer dans le sud, à La Ayoun, si vous connaissez la région. Et alors là, on est en train de créer des barrières afin que les microplastiques n'entrent pas sur la côte, parce que c'est là où ils ont plus d'impact sur les oiseaux migratoires, c'est là où ils ont plus d'impact sur les coquilles, etc. Tout d'un coup, nous constatons que le coût de le faire est trop élevé. Alors, tout immédiatement arrive l'économiste qui dit, vous savez ce que ça coûte si on fait 3300 km de la côte marocaine, mais le pays est en faillite. Alors, c'est là où on a besoin d'une nouvelle réflexion, parce que ce n'est pas le coût qui est important, c'est quelles sont les plus-values qu'on peut créer. Plus-values en termes de sociétale, pas seulement plus-value poche-personne. Je crois que là, la sobriété, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons les premières installations. On prend ces macroalgues, on lave les plastiques,
on le met dans un digesteur, on fait la fermentation, on fait le gaz. On est arrivé à la conclusion qu'avec 4500 km², nous pouvons fournir la totalité du gaz au Maroc. C'est pas gaz de schiste, c'est pas gaz pétrolier, c'est rien du tout, c'est les gaz. Alors on dit, mais ce type-là, il rêve. Ah oui, je rêve. Ah, évidemment, c'est la fantaisie. Évidemment, c'est la fantaisie. Il faut quand même commencer avec quelque chose. Et la fantaisie, on le traduit en vision. Et la vision, il faut le confirmer par les scientifiques et il faut le mettre sur les rails que d'ici 25 ans, d'ici 50 ans, on le fait. Mais nous avons trouvé un modèle de plus-value. Ça veut dire que c'est le gaz. Mais le gaz, que si vous faites la fermentation, le solide qui vous reste, ce sont des phosphates. Les phosphates, on en a besoin quand même pour l'agriculture. Et aujourd'hui, les phosphates, c'est l'amino verte. Alors je fais la concurrence avec l'amino verte. C'est comme ça qu'il faut commencer à penser. On ne peut plus faire seulement les choses parce qu'il y a un problème, on a besoin d'une loi ou de décisions politiques. Non, 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 il faut lancer le défi. Et quand il y a des défis, il faut démarrer avec la fantaisie. Et il faut alors foncer. Et je sais que grâce aux fantastiques réseaux scientifiques qui existent dans le monde, on trouve toujours des solutions. Ok. Il est fort. Ouais. Il faut faire. Alors moi j'aimerais on va s'acheminer doucement vers la fin de ce premier moment. On a vu pas mal, alors là c'est vrai qu'on est sur un volet dynamique, avec de l'innovation. Il faut le faire dynamique, alors on n'a pas le temps à perdre quand même. Il faut quand même aller vite. On a vu un autre type de dynamisme en France. En France et puis aussi en Europe autour des actions en justice. On va assigner l'État en justice pour une action climatique. On retrouve là un peu l'idée de ces oppositions entre des individus et des représentations politiques. Mathieu, qu'est-ce que vous pensez de ces moyens d'action? Est-ce que c'est des moyens d'action qu'on sort quand on ne sait plus que faire, ou est-ce que là, pour vous, il y a un véritable levier? Parce que je sais que vous êtes mobilisés là, avec d'autres youtubeurs au moment de notre affaire à tous, là, de ce procès qui a été intenté à l'État français. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Parce que c'est compliqué quand même. Je serais bien mal placé de dire du mal de ce type de mobilisation, donc qui consiste à utiliser la loi et de faire bouger la jurisprudence pour... Alors, il y a toujours ce problème. Moi, je tiens toujours à dire aux gens, attention, attaquer l'État, ça ne veut rien dire. Il faudrait attaquer les institutions. Parce que l'État, c'est nous, c'est vous, c'est toi, c'est moi, on est l'État. Donc attaquer l'État, ce ne serait pas s'attaquer soi-même. Or, ce n'est pas finalement si débile que ça. Parce que le premier ennemi dans le combat éco-responsable, c'est nous-mêmes. Moi, c'est moi-même. Je suis mon premier rempart. Sur les actions en justice, est-ce que c'est la botte secrète qu'on va sortir en dernier recours? Je pense que c'était une des bottes qu'il fallait sortir en premier recours. Parce que nous avons usé de la mesure coercitive, pas encore assez à mon goût. On tente d'amener les gens à l'éco-responsabilité par des biais positifs, en leur disant que tu vas être en meilleure santé, tu vas faire des économies d'argent, tu vas avoir un lien social bien meilleur. Regarde-moi, je suis un bon exemple, je suis en bonne santé, j'ai plein d'amis, et je m'éclate, et je dépense beaucoup moins de pognon. Et en même temps, ça se passe au niveau local. Alors, imaginons une belle pyramide avec en haut les institutions, mettons l'Europe, l'exécutif, des élus, et puis tout en bas, des gens. Il faut, bien entendu, pour que ça fonctionne, des initiatives locales, des gens comme Gunther qui peuvent les porter un peu plus haut. Donc, des initiatives qui, par capillarité, vont peut-être envahir un petit peu la morale, et la morale précède la loi. Et aussi, il faut des institutionnels qui aient un petit peu de courage pour débloquer des budgets et qui fassent des mesures coercitives. Quand on a interdit la clope dans les lieux publics, ça a duré 3 mois, les gens ont gueulé. Et puis au bout du compte, aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne d'allumer sa clope au restaurant. Aujourd'hui, on va interdire la cigarette dans les parcs publics et parcs et jardins. Pourtant, je suis fumeur, petit fumeur, mais fumeur quand même. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que entre ces initiatives du bas et ces grosses décisions qui doivent pleuvoir d'en haut, au milieu de tout ça, il y a la loi.
Et je pense que s'il y a une jurisprudence, il peut y avoir un effet cliquet. Quelque chose au-delà duquel on ne pourra pas passer. Mais plus que des actions comme l'affaire du siècle, je pense notamment à la révision de la Constitution où il est question que l'écologie fasse son entrée dans la Constitution française à l'article 1. Et ça, ce serait, première, ouais. ce serait quand même exceptionnel. On a comme liberté fondamentale en France le droit de se déplacer, le droit de vivre, le droit de jouir d'un environnement sain. Mais c'est la base, enfin c'est la base de tout en fait. Et c'est dingue que ce truc-là intervienne plus de 200 ans après la première déclaration des droits de l'homme. Donc la justice, l'aspect juridique de tout ça c'est une pièce du puzzle en plus, comme je disais tout à l'heure. Il faut convaincre, il y a autant de gens à convaincre qu'il y a de façons de convaincre et inversement. L'aspect juridique est une des pièces de ce grand puzzle pour avancer. Moi, je pense plutôt à plein de petits soldats qu'à un gros bloc qui va avancer, qui va tout écraser, parce que là, on pourrait arriver à des dictatures vertes. C'est pas ce qu'on souhaite. Une multiplication des actions pour... voilà. Une diversité, en tout cas, pour atteindre des gens qui ne le sont pas encore, parce que, je termine là-dessus, mettons sur le véganisme. Déjà, j'aime bien, il y a un slogan des véganistes qui est très intéressant. Ils disent, on ne veut pas 150 véganes, on veut 60 millions de personnes qui consomment 3 fois moins de viande. Et je trouve ça assez juste. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous devenir extrémistes du jour au lendemain. Mais typiquement, sur le véganisme, il y a 3 façons d'être sensibilisé. 1, la cause animale. On aime les animaux et on ne refuse que des veaux, des agneaux, des cochons aillent à l'abattoir dans des conditions atroces. 2, ça peut être l'aspect déforestation. Donc d'autres gens vont être sensibles à la déforestation parce qu'on déforeste dans des zones tropicales pour planter du soja qui va servir à des tourteaux pour nourrir des animaux à l'autre bout du monde. Et enfin, 3, il y en a qui vont être sensibles à l'aspect alimentaire, santé. Ouais. Parce qu'effectivement, manger trop de viande provoque parfois des cancers colorectaux, par exemple. Et ça, oui, j'ai placé le mot colorectal aujourd'hui. Et ça, c'est bien la preuve qu'il y a plusieurs façons de convaincre et plusieurs modes d'action. Je crois en la diversité, la justice et l'aspect constitutionnel en font partie. J'étais très long, pardon. Ça va. Il nous reste 5 minutes et on va les consacrer à faire le mot de la fin, en fait, pour essayer de conclure notre échange. Et j'ai envie de vous inviter à partager avec nous, voilà, chacun d'entre vous, à partager avec nous quelque chose qui, dernièrement, dans l'actualité, une lecture, quelque chose qui donne des raisons d'espérer ou de ne pas désespérer sur cette protection de l'environnement et l'idée qu'on va pouvoir transmettre le patrimoine naturel aux générations futures. Alors Gunther Pauli, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention ces derniers temps dans ce domaine ? Ouh là là, il y en a beaucoup. Ouf. Mais peut-être pour être quand même un peu ludique, et comme on a parlé de la viande, je crois que l'heure est arrivée que nous traitons nos animaux d'autre manière. Et avant tout, il faut donner aux animaux de nouveau leurs amis. C'est-à-dire que nous avons démarré avec des initiatives, surtout en Allemagne, de faire l'élevage des cochons avec les poules. Et bien entendu, l'Union européenne n'aime pas ça. Ils pensent que les cochons sont là et les poules sont de l'autre côté. On a décidé de le faire quand même. On a dit, je suis désolé, venez nous chercher si vous ne voulez pas que ça passe. Et alors là, on est entré dans un débat très intéressant avec l'Union européenne parce qu'ils disent, mais non, vous ne comprenez pas, les sciences, le problème, c'est les excréments des cochons. Alors, mesdames et messieurs, je me suis dit, il faut trouver alors une solution pour les excréments des cochons. Parce que si c'est vraiment ça ce qui est le problème, trouvons la solution. Vous savez quelle est la solution que nous avons trouvée ? Ça nous prend 3 jours pour enseigner aux cochons d'aller aux toilettes avant de dormir. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire que ma mère m'a dit que ça m'a pris 6 semaines pour l'apprendre. Et après, il y avait encore des accidents. Mais les cochons, c'est incroyable. En 3 jours, ils apprennent à aller aux toilettes. Ils le font propre pour toujours. Et ils peuvent cohabiter avec les poules. Et ils peuvent cohabiter parce qu'ils entrent propres. Alors, je crois que de temps en temps, avec tout ce qu'on fait, il faut quand même utiliser aussi l'intelligence de tout le monde, y inclut les cochons. Il y a une intelligence qui est si extraordinaire. Ce qu'il nous faut, c'est de quand même voir que l'autre modèle économique, l'autre modèle sociétal
y inclut travailler avec l'intelligence de tout le monde. C'est pour ça que j'ai intitulé mon dernier livre « Soyons aussi intelligents que la nature ». Okay. Fanny, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention Vous voulez apprendre comment le faire? Ou apprendre Je prends 10 minutes après privé pour vous enseigner comment faire avec les cochons. Non, j'ai pas une chose qui a retenu mon attention. En fait, si je voulais être optimiste, je dirais que moi, j'écoute beaucoup la radio. Et il y a quelques années encore, je pouvais écouter toutes les émissions. Enfin, j'écoute qu'une chaîne, qui est France Culture d'ailleurs. Donc, voilà. Plus pour France Culture. Tout à fait. Et je pouvais écouter toutes les émissions qui portaient sur la question. Là, maintenant, je suis complètement dépassée. Enfin, c'est juste impossible. Il y en a toutes les semaines, il y a une émission sur l'écologie, si ce n'est plusieurs. Néanmoins, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que si ça doit témoigner d'une certaine prise de conscience, d'une réflexion autour de ça, ça n'empêche pas l'accroissement de cette contradiction entre notre modèle de développement et le discours qu'on veut bien avoir sur ces questions. Après, penser à la contradiction, c'est à la portée de tous. Donc voilà, ça commence peut-être là. Il faut penser à la contradiction. Mathieu, le mot de la fin et le mot de la fin, puisqu'on conclura après. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui m'a retenu mon attention de manière positive. Oui, ou alors une source peut-être d'inspiration pour les futurs combats. C'était il y a quelques minutes en écoutant Gunther Pauli nous parler de ce qui est possible de faire dans un cadre qui reste somme toute réaliste, je l'espère. Donc voilà, merci Gunther. Mais vous faites ça très bien. Sinon, pour ce qui est des quelques semaines passées, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que 15% pour les Verts, même pas, pour les Verts aux élections soit forcément quelque chose de formidable, parce que ça laisse quand même plus de 80% de la population qui n'a pas encore compris que c'était l'urgence. Donc je m'en tiendrai à ce qu'a dit Gunther et je vais repartir chez moi avec des idées également et de nouveaux éléments de langage pour essayer de convaincre. Bien, merci à tous les trois, Gunther Pauli, Fanny Guillet et Mathieu Duméry, d'avoir participé à cet échange. Et merci aux auditeurs de RCF et à tous ceux qui nous suivront en vidéo. Merci et bonne soirée.